Parfait. Écoutez, bonjour à tous, Pierre Couturier, ravi de vous voir tous à ce nouveau webinaire organisé par Néologie, en collaboration du coup avec la BPI et le SPVR sur comment réussir du coup son concours iLab. Donc Néologie, on a quand même 3 métiers, donc c'est bien d'accompagner les entreprises, animer le réseau, et dans ce cadre-là, du coup, on organise aujourd'hui ce webinaire. Sans plus attendre, du coup, je vais donner la parole à Michael Cromit de BPI France pour la partie financement. Bonjour à tous, merci Pierre pour cette rapide introduction. Je vais vous partager des slides, vous me dites si vous les voyez. On est peu nombreux autour de cette vidéo et pas autour de cette table, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, voilà, pour que ça soit un peu plus interactif possible. Tac. Okay. Vous voyez toujours mon écran, vous voyez bien le slide? Ouais. Si pas de réponse pour moi, c'est ok. Ok, ça marche. Donc le concours innovation iLab 2026 opéré par BPI France. Ok, super. Derrière ça, en fait, c'est tout le programme de France 2030 qui est derrière ce financement. Alors c'est un grand plan ambitieux qui doit mettre en avant l'innovation. L'idée derrière de France 2030, c'est d'accompagner l'innovation pour favoriser tous les enjeux de souveraineté, enjeux de souveraineté industrielle, enjeux de transition climatique, énergétique pour les entreprises. Exactement. On est sur BPI France. Avant de parler plus de iLab, parler quand même de BPI France et se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on est la banque publique d'investissement. On est détenu en partie par l'État. On est une banque qui accompagne en fait les entreprises de la phase de création jusqu'au lancement commercial et industriel, jusqu'à la transmission des entreprises également. On peut faire de la garantie, on peut faire accompagner les entreprises à l'export, on peut également accompagner les entreprises sur des sujets de CAPEX, immobilier, et puis on accompagne l'innovation bien entendu. Donc moi je me présente, donc je suis Michael Cromit, je suis le délégué innovation et international pour BPI France et je couvre en fait l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Limousin. Votre chargé d'affaires, on va dire référence sur le territoire est sûrement Théo Charbonneau. Et donc dans ce cadre, en fait, on opère, BPI France opère des financements publics en direct et opère parfois des concours, et c'est le cas pour iLab. Je passe un peu les quelques doctrines. Juste vous présenter que le concours, en fait, il y a 2 concours historiquement pour encourager l'esprit d'entreprendre dans la deep tech. Donc soit vraiment le concours en amont de la création, on est un chercheur au stade post-idéation et qui souhaite vraiment développer tout le potentiel. Donc on est sur ePhD. Oui, Laurent? Oui, excuse-moi, si tu as bougé de slide, on n'a pas vu, a priori. Toujours sur la première bloquée. Là, t'es sur la première. Ouais, qui est pas en plein écran, mais voilà. Ok, d'accord, vous n'êtes pas en plein écran, ça marche, merci Laurent. Bon, je vais rester alors pas en plein écran du coup, merci Laurent. Donc oui, donc deux concours. Le premier, on va dire, qui est PhD, qui est plus pour les chercheurs en amont de la création. On est sur le phase d'idée, on veut développer un peu son BP, on a PhD qui peut venir, on va dire, finalement permettre une reconnaissance au niveau national et permettre également un mentorat au niveau national. Voilà, en plus de l'accompagnement que vous avez au niveau régional. Et puis on a le deuxième concours, donc c'est celui-là qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est le concours historique du ministère. C'est iLab. Donc là on est en phase vraiment juste en amont de la création où l'entreprise est créée jusqu'à 2 ans. Et on souhaite, on va dire, booster son projet avec un financement, on va dire, important sous forme de subvention, qui peut faire un vrai effet de levier, en plus de la reconnaissance au niveau national. C'est un concours varié en termes de thématiques, concours d'excellence, qu'on appelle bien appelé. Thématiques variées, ça peut être aussi bien sur de la chimie, de l'environnement, de l'électronique, des matériaux, mécanique, procédés industriels, numériques, pharmacie et biotech, et puis technologie médicale. Voilà. Un ensemble varié de thématiques. Alors ça, je crois que c'est on va dire les lauréats précédents. Alors on voit tout de suite que on va dire la dimension biotech, medtech représente quasiment plus de 50%
des lauréats historiques, donc représente un poids significatif, mais il faut noter quand même l'environnement quand même varié derrière d'autres thématiques. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre pour que ça soit plus interactif pour moi, parce que je vous vois pas en vidéo, donc voilà, pour que l'échange soit un peu plus... Moi je veux bien du coup vous interrompre, bonjour. Du coup sur la catégorie énergie, elle n'apparaît pas clairement. Est-ce que vous avez sur les enjeux de transition énergétique un peu une idée du portefeuille J'ai pas d'idée du portefeuille précisément. Après, je sais que en effet, le volet énergétique, si on prend plus largement dans le cadre de France 2030, est un des piliers. Donc forcément, c'est une thématique qui est mise en valeur. Alors là, pour le coup, sur cette thématique, sur les domaines tech, elle n'a pas été mise en valeur. Mais c'est en effet, c'est une thématique qui peut avoir du sens demain pour ILAB. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Ok. Pour rentrer dans le vif du sujet, les projets attendus, donc c'est des programmes de R&D de 12 à 36 mois. On est sur une entreprise créée depuis moins de 2 ans, où lorsque l'entreprise en fait a reçu une bourse French Tech Émergence, on peut aller jusqu'à moins de 3 ans. L'entreprise peut être, on va dire, en cours de création, c'est-à-dire que vous pouvez candidater en tant que porteur de projet sans avoir créé l'entreprise. Par contre, lorsqu'il faudra créer rapidement l'entreprise pour avoir le financement obtenu. Sur le volet de financement maintenant, c'est 100% de subvention. Il n'y a pas de condition de fonds propres. C'est une particularité parce que bien souvent dans les financements publics, on vous demande on est plafonné au fonds propre de la structure. Là, on est sur du pas de condition de fonds propres, 100% on voit les subventions. Par contre, il faut avoir en tête un versement qui est de 70% en première tranche et bien souvent 30% en deuxième tranche. Ce qui veut dire que vous devez quand même avoir une partie de cofinancement non négligeable. Parce que clairement, on parle de 100% de subvention sur lesquelles nous, on intègre 60% maximum du coût. Donc c'est-à-dire que du coup, par exemple, je vais faire un schéma simple. Sur un programme de 1 million d'euros de programme de R&D, on peut vous accompagner de maximum de 600 000 euros sous forme de subvention, sur lequel on fera un premier versement de 70% des 600 000 euros. Donc du coup, dans votre plan de trésorerie, il faut intégrer ce volet de cofinancement que vous avez sous fonds privés. Dites-moi si c'est pas clair. Si, c'est très clair. Alors moi j'aurais une question justement, c'est du coup au tout début, qu'est-ce qu'il faut montrer pour montrer patte blanche? Là il faut pas montrer de fonds propres, mais il faut monter une certaine quantité de trésor du coup. Oui. Est-ce qu'il faut la montrer au cours du temps par rapport aux tranches, ou est-ce qu'il faut montrer tout dès le début? Comment ça se passe? C'est une bonne question. En fait, faut avoir un minimum de fonds propres, très clairement. Même si en fait la règle c'est pas de condition de fonds propres, il faut quand même avoir un minimum de fonds propres pour être très clair. Bien souvent les lauréats, ils avaient réalisé des premières levées de fonds en fait. Ils avaient réalisé au moins une première levée de fonds qui permettait de cofinancer directement le projet. Pour être aussi clair. Après, par contre, c'est dans la trajectoire de l'entreprise sur le BP et le plan de trésorerie. Faut également démontrer, parce qu'on est vraiment sur un BP, c'est une projection future, donc c'est démontrer la capacité de l'entreprise à aller chercher ses financements extérieurs. Oui. Voilà, si vous les avez pas en fait à l'instant T, faut démontrer que vous serez capable rapidement de pouvoir les obtenir, quoi. Donc, ça veut dire que peut-être entre le dépôt du dossier et le moment où le concours et où les lauréats sont nommés, il faut être déjà en relation avec des investisseurs pour quasiment être capable de dégainer une levée de fonds dans les mois qui suivent le. Oui. C'est ça l'idée? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Si elle n'est pas déjà faite, oui. D'accord. Ou ça peut être avec les investisseurs, excusez-moi, mais ça peut être aussi avec des partenaires bancaires. Je n'exclus pas les partenaires bancaires. Bien sûr. Ouais, ok. Mais du coup, au moment du dépôt, le fait d'avoir une certaine quantité de fonds propres, mais qui ne correspond pas encore à 40% des dépenses, ou de trésor, c'était pas forcément un point noir. Faut pas non plus que ce soit zéro. Hein, mais non, c'est ça. C'est pas un point noir. Il n'y a pas de. En fait,
c'est toujours dur de répondre à. Mais c'est en même temps on est là pour ça, mais parce qu'il y a jamais trop de théorique. Chaque histoire finalement est différente, chaque BP est différent dans ce qu'on apporte, chaque projet est différent. Donc finalement votre besoin de financement n'est pas le même. Il faut intégrer aussi le besoin de fonds de roulement du projet potentiellement, l'attraction commerciale que vous avez, le chiffre d'affaires à l'instant T que vous pouvez obtenir. Donc chaque histoire est un peu différente. Ce qu'il faut surtout vous assurer, c'est ressources, dépenses, boum, par rapport au projet et comment vous cofinancez le projet. Voilà. Ok. On vient vraiment au basique. Et du coup, moi j'ai une petite question aussi. Sur la durée du projet, vous dites 12 à 36 mois. Oui. Est-ce que typiquement c'est crédible de présenter quelque chose qui va jusqu'à 36 mois avec un financement qui est très important? Ou comment c'est apprécié ce genre de choses en termes de... Parce que nécessairement dans une deep tech, il y a des milestones avec des passages de TRL. Est-ce que ça vaut le coup d'intégrer 2 milestones et de dire on fait un projet, ou 3 milestones même, et on fait un projet sur 36 mois? Est-ce qu'il vaut mieux présenter un projet sur 12 mois, sur 24? Oui. Bonne question également. En fait, c'est toute la complexité parfois du concours. Faut être ambitieux tout en étant raisonnable. Ouais. Du coup. Mais pour vous dire, et je vais rentrer dans le sujet, sur les 600 000 euros, bien souvent les entreprises, c'est très rare. C'est les grands lauréats au niveau national qui obtiennent les 600 000 euros. Bien souvent, le ticket moyen, on est entre... là, cette année, on a eu 3 lauréats sur le territoire que je couvre. On a eu entre 250 et 370. D'accord, ok. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on a les lauréats, on va dire les lauréats on les a en juillet. En fait, vous avez pour le dépôt, je crois, sélection finale, c'est pour en février de mémoire, la clôture. Mais derrière, en mars, ça passe en jury régional. Et la sélection finale, le cut final, vraiment les lauréats, c'est en juillet. Et derrière, nous, BPI France, on reprend la main en tant qu'opérateur au niveau régional pour instruire la demande et pour le mettre en place dans nos outils. Et ça se fait sur le dernier trimestre de l'année. Voilà, pour vous donner un petit échelle de temps. Tout ça pour vous dire, c'est que durant cette phase d'instruction que nous avons, par exemple, sur les 250 000 euros, 350 000 euros, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on fait 60%. Donc on va réduire l'assiette de dépenses initiale pour maximiser le taux d'aide. Je sais pas si je suis clair là-dessus. En fait, parce que du coup, pour avoir, par exemple, comme je vous l'ai dit au préalable, imaginons sur le cas de 600 000 euros pour 1 million d'euros de programme de R&D. Vous touchez 70% au début et 30% à la fin, comme j'ai dit au préalable. Mais par contre, pour toucher 30% à la fin, il faut justifier du million de dépenses. Oui. Comme pour la BFTE, mais oui. Exact. Or, si vous avez par exemple que 350 000 euros de subvention et pas les 600 000 euros, ça veut dire que votre taux d'aide il est de 35% et plus de 60% si on restait à 1 million d'euros de programme de R&D. Et pour toucher le sol, il faudrait quand même, on va dire, dépenser les 1 million d'euros. Aller au bout. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on travaille pour réduire l'assiette pour que vous ayez 60% pour pas déclarer l'ensemble des dépenses. Voilà. Nous, ce qu'on est vigilant, c'est d'avoir un taux d'aide pour vous qui est toujours de 60%. Ah oui, quel que soit finalement les dépenses réelles à la fin, quoi. Exactement. C'est pour ça que par rapport à votre question sur votre ambition, bah oui, vous pouvez être ambitieux dans votre programme de développement. Justement, le concours iLab c'est fait pour ça, pour être ambitieux. Par contre, si l'accompagnement est moindre, et ben du coup, on réduira justement le nombre de milestones potentiellement. Donc, si je vous comprends bien, on pourrait très bien présenter quelque chose sur 36 mois avec 3 milestones, par exemple. Exactement. Dans le dossier. Et ensuite, une fois le jury passé et l'obtention de le fait d'être lauréat, on pourrait réduire cette ambition en fonction de quelque chose de plus réaliste, potentiellement sur une durée un peu plus courte, avec un taux d'aide un peu plus faible. Ce qui permettrait peut-être de plus facilement caler ça avec le niveau de fonds que les investisseurs sont capables de mettre lors d'une levée qui permettra d'avoir les 40% du programme restant, quoi. Ouais, en fait, on s'adaptera par rapport au montant que reçu par l'entreprise pour toujours maximiser le taux d'aide. D'accord, ok. Mais donc du coup le conseil c'est quand même de présenter un dossier ambitieux donc sur une durée potentiellement plus longue avec plus de travaux, quoi.
On est dans le cadre du concours AILAB, donc ouais, faut pour le coup, c'est une projection long terme, il faut être ambitieux. Ok. Ok, merci beaucoup. Les dépenses éligibles par rapport au projet, pour revenir à la présentation, donc tout ce qui est conception de projet, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de partenaires, développement, expérimentation de produits, création de prototypes, conseils et formation, on intègre bien sûr les frais de personnel de l'entreprise dans le projet. Donc ça, pour ceux qui ont déjà peut-être sollicité une aide à l'innovation côté BPI France ou région Nouvelle-Aquitaine, les annexes financières sont semblables. Donc pas de surprise par rapport à ces dépenses. Et du coup, ça veut dire que là, par contre, c'est moins restrictif qu'une BFTE. Il n'y a pas que la R&D qui est prise. Hein, si, il y a la R&D, mais c'est pareil. On est sur la même typologie. C'est juste qu'on va être sur le R&D, quoi. Pour le coup, on va être sur la recherche et le développement. Donc non, c'est les mêmes dépenses. C'est le même type de dépenses. Ok. Ouais. D'accord. On va juste aller plus loin sur le curseur, en fin de compte, au niveau développement. Ce qui est normal, hein. On n'est pas du tout sur la même échelle en termes de. En termes d'accompagnement entre la BFT et AILAB. Ok, ça marche. Okay. Juste une question, justement, pour faire simple, si on présente un plus gros dossier, et qu'au contraire, nous, parce que ça nous arrange aussi, parce que moi, sur le principe, je trouve ça mieux, on demande plus de versements intermédiaires, comme je le vois présenté ici, pour justement vérifier des dépenses, et je sais pas si c'est pas seulement à la fin du solde, qu'il faut vérifier les dépenses, c'est aussi au versement intermédiaire, j'imagine. Oui, après, on peut aller jusqu'à 3 versements sur le sujet. Après, bien souvent, même, et ça vaut, en fait, cette règle, elle vaut au niveau d'AILAB, mais elle vaut pour tous les financements publics, en fait, j'ai envie de dire, que vous surveillez en aide direct côté BPI France et même région. Je vois Laurent, donc du coup, je peux j'en parler également. Peut-être bien respecter finalement les taux d'aide et les dépenses que vous avez mis dans vos annexes financières. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'aide qui est de 50%, gérez votre trésorerie en fonction, parce qu'en fait, on aura toujours un constat de fin de programme, ce qu'on appelle un constat de fin de programme à la fin, et on regardera si vous avez bien effectué les dépenses. Et s'il y a un indu, on vous demandera le remboursement de cet indu. D'accord. Très bien. Tac. Les critères de sélection. Alors, le critère de sélection, bien naturellement, c'est le caractère innovant de la technologie, le POC établi. On va regarder vraiment le critère de l'innovation technologique par rapport à l'existant, l'état d'avancement de la POC, et puis la clarté du plan de développement. On regarde également les verrous technologiques qui restent à lever, et puis votre connaissance et la connaissance de l'art antérieur sur le plan technologique, mais aussi sur l'approche concurrente marché. On regarde l'aspect financier. Donc ce qu'on a évoqué déjà au préalable sur la cohérence du plan de financement, la cohérence des charges de l'entreprise, et puis la pertinence du calendrier de levée de fonds. On regarde également la cohérence qui n'est pas indiquée, la cohérence par rapport au plan de trésorerie également qui est fondamentale. Autre sujet, c'est la viabilité économique du projet, l'aspect marché cible, la connaissance de la concurrence, la stratégie d'accès au marché, et puis le positionnement clair sur la chaîne de valeur. Élément également important, l'impact développement durable, l'impact environnementaux selon les critères de la taxonomie européenne, l'impact sociétaux également. 5e volet, c'est la maîtrise de la propriété intellectuelle, aspect juridique et réglementaire. Tout ce qui est liberté d'exploitation de la technologie, droit de pays, stratégie actuelle et court terme, moyen terme de l'API. Voilà. Et prise en compte des contraintes réglementaires. Et puis enfin, on regarde bien entendu l'équipe, la complémentarité de l'équipe, la compétence de l'équipe, et puis la définition du rôle de chacun. Ça, pour venir, j'ai un peu resté là-dessus par rapport à ce slide. On a différents, on va dire, volets importants par rapport à ce slide, mais le plus fondamental, c'est l'équipe. Bien souvent, les projets qui ont été, on va dire, refusés les années précédentes, qui ont échoué, en fait, c'est sur 2 items en particulier, où les projets sont parfois les plus faibles, c'est le marché et l'équipe. L'aspect financier également, mais c'est un 3e point, ça dépend beaucoup de la maturité de l'entreprise. Donc, mais l'équipe est fondamentale. La complémentarité de l'équipe. Et ça, du coup, comment on peut le faire transparaître, entre guillemets, parce que
que ce soit une réalité, c'est bien, mais dans le dossier, quels sont les éléments peut-être de preuve que vous attendez pour estimer cette complémentarité? De toute façon, il y a le CV qui est demandé de mémoire. Vous pouvez mettre en annexe les CV des personnes de l'équipe. Ça, c'est un premier point. Derrière, si ce qui est toujours apprécié, mais en fait, c'est dans le cas d'iLab, mais finalement, iLab, c'est un élément de tous les financeurs, et les financeurs regardent toujours parfois la même chose. C'est ok, il y a quelqu'un qui gère la tech, mais qui gère la partie commerciale, qui gère la partie financière. En fait, sur les ensembles des composantes, qui va gérer, qui va opérer? Est-ce que vous avez les ressources en interne? Est-ce que vous avez, si vous n'avez pas les ressources en interne, comment vous palliez à ça? Est-ce que les ressources, vous les avez en externe? Est-ce que vous avez du mentorat à côté? Est-ce que vous avez dans votre roadmap, finalement, est-ce que vous prévoyez de recruter des personnes pour pallier à ces lacunes? En fait, l'idée, c'est un peu un SWOT finalement de votre entreprise, hein, clairement. Hein. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et comment je vais répondre à mes faiblesses dans le temps si je les ai pas actuelles, si j'ai des grosses lacunes actuellement. D'accord, ok. La partie marché, pour revenir sur la partie marché, ce qui est apprécié, c'est en effet, bon, avoir une définition du modèle économique, c'est bien, mais d'avoir vraiment du concret, c'est-à-dire que du coup, c'est quoi votre stratégie d'accès au marché? Est-ce que vous passez par des distributeurs? Est-ce que vous passez par des commerciaux? Quel type de commerciaux? C'est quoi le pricing? Ces petits éléments, pour le coup, de l'entreprise. Le plan de financement, plan de trésorerie, j'y reviens pas, mais on était sur du basico-basique, hein, donc sur la capacité de cofinancer. Bien souvent, sur la partie la partie la plus maîtrisée dans les dossiers iLab, c'est la partie tech, hein, pour le coup. Mais je suis pas vraiment surpris. Ce qui peut par contre avoir certaines lacunes, c'est vraiment une clarté de la roadmap technologique en fait. Vraiment bien fixer les différents jalons dans vos dossiers. Ça, c'est un élément clé. Qui est fortement apprécié. Bien définir les verrous et puis l'état d'avancement du projet. Tac, tac. Aussi, la partie stratégie de propriété intellectuelle, s'il y a des transferts de techno, savoir où vous en êtes. Et où vous en êtes par rapport aux négociations. Voilà. Ça vous paraît clair du coup? Oui, oui. Ouais. Oui, très clair. Ouais, merci. Ouais. Merci. Et donc, le concours, donc ouais, c'est le 3 février que ça se termine. En tout cas, les dépôts des candidatures. Alors, vigilant, habituellement, c'est le 3 février midi. Et bien souvent, en fait, les gens se connectent entre 11h et midi pour déposer leur dossier. Donc, la plateforme peut saturer. Faites le 2, quoi, si vous voulez vraiment le déposer au dernier moment. Souvent, on a vraiment, en fait, il y a sur la sélection du projet, pour rentrer un peu derrière l'environnement, c'est qu'on a un jury au niveau régional. Et le jury au niveau régional, en fait, va faire une sélection de 50% des projets. Donc, comme je vous ai dit, moi, je couvrais l'Expo Touchante et l'Aix-Limousin, donc on va recueillir l'ensemble des dossiers déposés courant février. Et courant mars, en fait, on a un jury au niveau régional qui va remonter 50% des dossiers au niveau national qui seront audités. Ils seront audités par des cabinets externes, BPI France, qui vont évaluer de manière 360 encore le projet. Derrière ça, il y aura un nouveau cut au niveau national. Et après, on passera au jury national, qui fera la sélection définitive. Voilà, donc on va dire le process est assez lourd parce que finalement, dépôt du dossier début février, première sélection en mars, une deuxième sélection au courant mai-juin, et puis la sélection définitive, on va dire, sur juillet. Avec une instruction et mise en place des aides sur le dernier trimestre de l'année. Et du coup, ça veut dire que c'est une sélection exclusivement sur dossier? Oui. Il n'y a pas de... Il y a sur la partie, il y a un oral du coup. Pam. Alors, tac. Là, j'avoue que j'ai du mal à lire ouais. le contenu de la slide. Tac. Alors,
En fait, il y a la partie donc la partie présélection est sur c'est sur dossier, et derrière c'est sur l'expertise approfondie qu'il y a en effet évaluation RH du coup, et puis l'entretien individuel. Ah, donc il y a bien un moment dans la partie sélection, un oral. Oui. D'accord. Et c'est à quelle période du coup ça? Ça dépend, c'est entre mai juin. Mai-juin, ok. Et il y a une forme à préparer ou c'est des choses, c'est plus de la discussion en fonction de... Oui, bien souvent c'était de la discussion pour le coup. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour le coup de vous mettre en relation. Ce qui est le mieux, c'est de vous mettre en relation avec des anciens lauréats. Je pense à cet instant-là, ce sera bien de la Technopole vous mettre en relation avec des anciens lauréats. Bon, ça sera même pas mal pour le coup. Qui vous disent un peu comment ça se passe concrètement. D'accord. Mais c'est du coup sur la base de l'instruction du dossier, il y a des questions qui apparaissent ou Oui, c'est ça. des sujets qui sont à approfondir. Nous, au niveau, à mon stade, nous on s'arrête au niveau régional. Après, on récupère en fait les sujets une fois que les dossiers sont on va dire sélectionnés à la toute fin. Donc, pour être très concret, j'ai jamais vu, on va dire, comment se passait une audition. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux être en relation avec des anciens lauréats pour qu'ils puissent vous orienter sur les questions qui peuvent être posées. D'accord. Ok. Également, peut-être faire passer un message, et pour moi c'est le plus important. Il faut tenter le concours d'ILab, même si vous dites je suis pas prêt, il faut le tenter quand même. En fait, sur les 3 lauréats ILab de cette année, on a une dirigeante d'entreprise, elle l'a tenté, elle l'a obtenu au bout de la 4e fois. Et les 2 autres, c'est au bout de la 3e fois. Voilà. Les années passées, précédentes, on n'a jamais eu de lauréat direct du premier coup. 4 ans, du coup, c'est l'exclusion, t'as un délai de 2 ou 3 ans. Donc, oui, et puis elle avait tenté avant la création aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut le tenter en fait, ce concours-là, parce que même si c'est un échec entre guillemets, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez apprendre comment se passe le concours, vous allez apprendre comment constituer votre dossier. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes remonté au niveau national, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a un audit qui est fait par rapport à votre projet 360, fait par des experts externes, et nous, on vous fait une restitution. Et du coup, ça vous permet de vous adapter par rapport à votre projet, de comprendre qu'est-ce qui a pêché pour pouvoir, l'année d'après, l'année suivante, on va dire, mieux répondre au dossier. Faut tenter. Parce qu'il y aura à minima un échec potentiellement. Je le souhaite pas, mais il peut y avoir une exception. Mais là, ça fait en fait, cette année on a eu 3 lauréats, l'année précédente on a eu 2 lauréats, et l'année d'avant on en a eu 2 à nouveau, et à chaque fois il y a eu, ils avaient tenté une première fois au préalable. Et justement, pour avoir une idée des chiffres là par rapport à la dernière slide qu'on a vue, c'est quoi le volume et c'est quoi le taux de sélectivité à chaque étape Alors, j'ai que sur la première étape, c'est 50%. Sur la première étape, on est sur du 50. C'est-à-dire dans le périmètre du coup régional. Ouais, régional, ok. Ouais. On est sur du 50. Après, après, on n'a pas le budget encore pour 2026. Donc, la sélectivité va dépendre également du budget 2026. Et justement, du coup, pour rebondir sur le sujet budget, ce qu'on a entendu sur France 2030 là, avec les derniers votes au Sénat, etc. c'est à la fin, ça va donner quoi? C'est-à-dire, on sait si, en gros, ce concours-là, il est un peu sanctuarisé parce qu'il est considéré comme très important, etc. Ou est-ce que dans l'enveloppe France 2030, s'il y a, je sais pas, 80% de l'enveloppe qui est sabrée, qu'est-ce que ça va donner sur ce concours, quoi? Ok.
Alors, si le concours on l'a lancé pour le coup, c'est que ça a été en effet un peu sanctuarisé ce budget sur 2026. Même si en effet on voit des baisses budgétaires niveau État, il y a un pilier qui est fondamental sur France 2030 et qui ne bougera pas, ou en tout cas le soutien reste présent, c'est la Deep Tech. Voilà. Donc il y a un objectif qui est très clair au niveau national dans le cadre du plan France 2030, c'est la création de 500 startups Deep Tech par an. On n'y est pas encore, il y a autour de 320-350 actuellement. Et donc le soutien pour la Deep Tech sera toujours fondamental. D'accord. Donc là, du coup, on peut s'attendre à ce que quand même ce Oui, soit... le budget. Après, je sais pas, là, encore une fois, est-ce qu'il y a une baisse de 20% pour le coup, je sais pas. Il peut avoir une baisse, mais on sera pas sur une baisse de 50% par contre. Donc, D'accord, ok. Et du coup, actuellement, justement, il y a combien d'entreprises qui sont choisies chaque année sur iLab c'est une bonne question. Est-ce que Pierre, t'avais l'ancien slide du coup ou pas? Pour le coup, c'est peut-être sur l'ancien slide cette. Je vais le retrouver cette. Je vais le retrouver. Être dessus, Mickaël, non? Elle est pas dessus? Je pense pas. Si, là, mais. Moi, de mémoire, en 2018, parce que j'ai été lauréat 2018, il y avait une soixantaine de projets qui avaient été lauréats retenus. C'est ça, on est à 60, ouais. On est à 60. Voilà. Ouais. D'accord, ok. J'ai repris un peu les chiffres, en effet, on était à 62 et en fait on avait 9 grands prix. Les grands prix, c'est ceux qui ont des subventions un peu plus importantes. D'accord. Et comment ça se matérialise du coup, les grands prix? En fait, les grands prix, c'est ceux qui ont les plus grosses subventions, pour le coup. D'accord, c'est ceux qui ont présenté les projets les plus gros, justement. Pas forcément, c'est les projets qui ont on va dire, qui ont été le mieux évalués, en fin de compte, pour obtenir le prix le plus haut. D'accord. Et donc, quand on dit jusqu'à 60%, c'est justement ces grands prix-là qui obtiennent ça. Et après, il y a des niveaux intermédiaires où... Oui, c'est ça. C'est ça, ça peut être, par exemple, on a eu des cas où ça a été 350 000 euros et l'autre c'était 270 000 euros en termes d'accompagnement. D'accord. Ok. Si un point fondamental également, j'en profite par rapport à ces questions, pour moi iLab je le vois toujours comme un bonus dans votre projection financière. Ne reposez pas tout votre BP sur iLab. Encore une fois, la sélectivité est quand même importante. Bien sûr. On est sur un concours qui est assez prestigieux quand même, qui a une certaine reconnaissance même auprès des investisseurs. Donc, mais par contre, ne basez pas votre BP sur iLab. Il doit vous accélérer votre projet potentiellement. Il doit faciliter l'octroi de financement par la suite. Il doit aussi vous soulager d'un point de vue trésorerie et puis renforcer vos fonds propres in fine. Mais par contre, ne projetez pas tout votre BP sur lui. D'accord. Ok. Ouais, Laurent. Ouais, justement, Mickaël, je voulais voir, selon toi, comment tu voyais l'architecture d'ingénierie justement d'un potentiel iLab avec les aides BPI, les aides régions, France 2030 régionalisée également, parce que du coup l'entreprise peut émarger potentiellement à plusieurs dispositifs. Et du coup, si une entreprise qui se positionnerait sur iLab doit attendre quelques mois quand même avant de savoir, la réponse c'est pas pour celles qui passent pas le cut, les premiers cuts, elles doivent quand même attendre la fin du coup. Merci Laurent. En fait, ça dépend. Tu vois, si on est sur des entre guillemets, je vais pas être péjoratif quand je dis ça, mais des aides plus modestes. Par exemple, tu vois, la bourse French Tech Émergence, ou si par exemple si on est sur de votre côté un pass startup, pour le coup on est sur des enveloppes modestes potentiellement.
le temps d'instruction, finalement, lors de la phase, lorsqu'on nous récupère le dossier en phase d'instruction, on peut retraiter en fait cette enveloppe-là. C'est-à-dire que du coup, sur le programme d'1 million d'euros, je reviens sur mon million qui est toujours plus simple. S'il y a eu 100 000 euros qui ont déjà été financés par un autre dispositif entre-temps, on a juste à enlever en fait les 100 000 euros qui ont été déjà présentés du projet, et puis on va se concentrer à 60%, quoi. Donc, encore une fois, les grands prix à 600 000 euros, c'est très rare. Aujourd'hui, on est plus sur des tickets entre 200 et 400 000 euros. Donc il y a la place pour pouvoir avancer sur d'autres sujets un peu plus modestes entre-temps. Et encore une fois, on est agile dans le fonctionnement. Dans la phase d'instruction, on peut retraiter, on va dire, les assiettes de dépenses pour ne pas inclure ces dépenses déjà financées, pour ne pas avoir un double financement. C'est ok ou pas pour toi, Laurent? Oui, après ça. Voilà, par rapport à France 2030 régionalisé notamment, ou même nous les dispositifs innovation start-up que l'on a. Et voilà, je m'interroge sur le fait de courir plusieurs lèvres à la fois, ou justement ou de mettre tous ces œufs dans le même panier, pour citer notre maxime. Ouais. Tu vois, parce que c'est vrai que le iLab, du coup, il y a une part d'incertitude quand même qui est plus forte. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, ça dépend des projets. Encore une fois, ce qui est intéressant dans iLab, c'est la partie audit et la partie expertise de 360. Où ça, pour le coup, il n'y a pas dans d'autres projets. Après, le taux d'aide, il est quand même assez important sur ce volet-là. Donc, si l'entreprise est assez mature, tu vois, j'ai pas beaucoup de, moi j'ai pas de, en tout cas sur côté BPI France, mis à part le France 2030 régionalisé, j'ai pas de dispositif qui me permette d'accompagner des projets à hauteur de 200-400 000 euros sous forme de subvention. Donc pour moi et sur le France 2030 régionalisé, on va avoir le volet également fonds propres à intégrer. Je vois que tu es en réflexion, Laurent. Non, mais je vois Benjamin qui s'apprête à une question. Je suis désolé, je mobilise un peu, mais... Non, mais on est là pour ça en même temps, on est pas nombreux, donc du coup on est là pour échanger, clairement. Oui. Non, mais du coup, ce que ça m'inspire en rebond, c'est effectivement... là, on va présenter un dossier pour début février. Donc on aura un certain nombre de travaux qui vont se poursuivre pendant l'instruction, en fait. Nous qu'on compte mener grâce en partie à la BFTE et peut-être d'autres financements, mais du coup comment on valorise quelque part le travail qu'on réussit à faire au fil de l'eau pendant l'instruction du dossier, et ou est-ce qu'on est obligé de s'en tenir finalement à ce qu'on a mis dans le dossier, qu'on a rédigé au mois de janvier, mais qui finalement peut-être au mois de mai verra une grosse avancée, un milestone passé, etc., qui aurait pu avoir du sens au regard des critères en fait d'iLab, quoi. Bien sûr. C'est à la limite de tout ce qui est appel à projet sous forme de concours avec une deadline fixée, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment le dossier est arrêté, et donc du coup en effet l'analyse se fera sur l'écrit du dossier. Après, lors de l'oral, en effet, vous pourrez interagir sur le sujet, mais en attendant, c'est vrai que le dossier reste écrit et sera figé. Donc la première analyse se fera sur le dossier écrit. Et en fait, c'est vrai que François, je me suis dit, mais toi, tu es un ancien lauréat, donc en fait, tu pourras également. Oui, tout à fait. Bon, alors ça date de 2018, mais tu as raison. J'avais déposé en 2017 avec un échec, la première fois, et une seconde tentative qui a été bénéfique. Donc en 2018, avec à l'époque, c'était plafonné à 400 000 euros, l'aide. Et donc on avait obtenu 160 000 euros, versés d'ailleurs en trois versements. Voilà, et effectivement on peut intervenir à l'oral, notamment avec l'entreprise, enfin le cabinet qui audite le dossier et avec lequel on a un échange oral de questions-réponses. C'était à l'époque Ernst & Young.
Et à ce moment-là, on peut évidemment faire quelques mises à jour sur les derniers résultats, notamment s'il y a des échanges ou vers le marché avec des prospects. C'est toujours enrichissant pour le dossier de montrer qu'on est aux portes du marché et qu'on est bientôt... voilà, on peut vivre aussi de quelques revenus propres pour la société. Donc ça, c'est très important. Et à l'époque, on n'avait pas encore levé de fonds. On avait présenté un plan de financement qui faisait intervenir effectivement et la région Nouvelle-Aquitaine avec Laurent, et également une levée de fonds en 2000 qui s'est réalisée en fin 2019. Donc on a pu bénéficier d'iLab avant cette levée de fonds, mais on avait un contact commercial assez conséquent à travers Leroy Merlin, donc qui rassurait aussi la BPI sur le fait que voilà, on était bien engagé dans les discussions commerciales avec un futur client. Donc voilà. Et peut-être transition rapidement sur quelques slides que j'ai, Pierre, je ne sais pas si on peut les mettre, parce qu'aujourd'hui, donc non, moi j'accompagne les laboratoires de l'université de Poitiers, du CNRS, de l'ISA UANSMA, au sein du SPVR, donc le service du partenariat et de la valorisation de la recherche. Donc on accompagne les 37 laboratoires à peu près hein, qui sont sur le nord aquitain. Il y a 4 pôles au sein du SPVR, l'ingénierie de projet, le partenariat, les 2 premiers, donc qui vont permettre aux laboratoires, aux chercheurs d'aller chercher des financements ANR, région, Europe, etc. Donc sur des projets de R&D, je dirais en amont, hein, un peu fondamental. Et puis il y a le 3e pôle innovation, donc au sein duquel je travaille, qui a 5 grandes missions qu'on va voir sur la diapo suivante. La sensibilisation et la détection donc auprès des chercheurs, des ingénieurs, des doctorants, etc., porteurs scientifiques. Donc ça, c'est vraiment de la détection au sein des laboratoires pour identifier de potentielles innovations. Ensuite, on va évidemment protéger ces innovations à travers des brevets, des dépôts de brevets, des dépôts de logiciels, des bases de données, des méthodes, etc. Et puis, une fois qu'on a la protection, on va accompagner donc ces projets-là vers les marchés à travers la première étape qui est la prématuration, proposée donc par CNRS Innovation. C'est un financement de 150 000 € par projet qui peut s'étaler sur 18 mois maximum. Et là, l'objectif, c'est de passer de l'échelle TRL 1 à 3, c'est-à-dire de réaliser une preuve de concept. Et une fois qu'on a cette maquette, cette preuve de concept, on va pouvoir introduire un dossier de maturation. En général, on arrive avec un premier brevet qui a été déposé en maturation et ça va permettre la maturation avec des montants plus importants, vraiment de passer à l'échelle TRL 6, donc se rapprocher fortement du marché. Et c'est là où aussi, en prématuration, en maturation, on détecte, alors on a très souvent une équipe au sein d'un laboratoire et puis un ingénieur de recherche qui est recruté pour 18 mois. Et qui va avoir la fibre entrepreneuriale et qui va donc se lancer lui dans la création d'une start-up. Et c'est là qu'on parle donc de start-up issues des laboratoires Big Tech et qui sont ensuite accompagnés par Néologie. Voilà, et puis alors après, mon travail consiste à transférer ce brevet, cet actif de propriété intellectuelle vers une start-up qui aurait été créée ou vers un industriel existant. Et on intervient ensuite sur la dernière diapo, donc comme vous le voyez. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, alors là une petite parenthèse sur l'accompagnement des doctorants et des jeunes docteurs, donc à travers des concours qui n'apportent pas de financement, mais qui permettent d'être mis en relation, d'avoir des contacts au niveau régional avec Startez ou bien au niveau national avec iPhD, donc porté par la BPI. Voilà, et l'ouverture sera d'ailleurs prochaine, très certainement, Michael, je pense, pour ce concours iPhD. Voilà, et puis évidemment iLab. Alors sur iLab, bon, j'ai mon expérience passée qui peut vous être profitable. Et puis surtout, donc on travaille avec Néologie. Sur le montage du dossier, notamment on sera plus vigilants sur la partie propriété intellectuelle pour vous éclairer hein, sur ce sujet-là, surtout évidemment sur des
Des innovations qui sortiraient des laboratoires, évidemment, des 37 laboratoires. Et on a ensuite donc l'incubation à travers Néologie, et très souvent complémentaire, le programme du CNRS qui s'appelle RISE et qui sur 12 mois va vous permettre en tant que porteur d'un projet de création de start-up, voilà, de bénéficier sur ces 12 mois d'un accompagnement sur tous les sujets qui ne concernent pas évidemment l'aspect scientifique et technique. Et puis on accompagne les chercheurs qui peuvent rentrer au capital de la start-up. Voilà, le code de la recherche prévoit de les autoriser à rentrer au capital et à consacrer du temps à la start-up. Alors c'est assez intéressant parce que ils peuvent en général demander 20% de leur temps au sein de la start-up pour aider au déploiement de la technologie. Donc un chercheur va consacrer une journée par semaine environ au sein de la start-up pour accompagner le fondateur dans des rendez-vous de clients pour comprendre les besoins du client et puis aider au déploiement de cette technologie qui fait l'objet d'un dépôt de brevet. Et il n'y a pas de contrepartie financière, c'est-à-dire que le chercheur reçoit toujours son salaire de l'établissement et l'établissement ne demande pas 20% de salaire à la start-up. Voilà, donc c'est du temps mis à disposition gracieusement par les établissements vers la start-up. Voilà, et puis on organise un petit événement chaque année au mois de mai-juin où on présente justement des innovations issues des laboratoires. On a le fondateur d'une start-up accompagné du chercheur qui présente la genèse du projet au sein du laboratoire et puis le lancement de la start-up. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire. Donc je suis moi au B26 sur le campus, donc et puis évidemment disponible pour échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter en passant par Néologie et puis on peut organiser une réunion avec Pierre, Hélène pour rentrer dans le détail du dossier et en discuter ensemble. Merci beaucoup François. Est-ce que vous avez des questions du coup pour les participants? Ça pour un an. Comme ça, non. Voilà, Moi j'ai une petite question d'ordre général mais qui concerne pas spécifiquement le SPVR, qui est plus général. Est-ce que dans le sprint, on va dire, dans lequel on est en train d'entrer là pour constituer le dossier iLab, on a la possibilité de solliciter des organismes, alors j'envoie ça à la cantonade sans savoir précisément à qui ça s'adresse, même si évidemment il y a peut-être des acteurs qui sont plus pertinents que d'autres sur le sujet, mais pour relire le dossier et justement nous aider à peut-être converger vers la meilleure qualité par rapport à ce qui est attendu. Pour moi, en tout cas, je donne mon point de vue sur le sujet, sur la relecture. Je pense que du coup, aussi bien Technopole que SPVR, vous me dites si peut-être que mais peuvent vous accompagner sur ce point-là. Voilà, Tout à fait. On a parole de lui, je suis totalement aligné avec Mickaël, on est le SPVR et nous pouvons vous aider du coup à relire le dossier et du coup ça fait une bonne transition parce que Hélène a partagé un peu ce qu'on fait, mais ça tout le monde est plus ou moins au courant, comme il est -5, donc je vais accélérer. Donc on accompagne bien les startups, donc vous, Léopold et Benjamin, vous êtes accompagnés, mais en plus de ça, vous avez aussi accès à l'expérience de François par rapport à son vécu sur iLab. Et là, du coup, je laisse la parole à Hélène. Donc, oui, on peut également vous rapprocher d'entreprises qui ont été lauréates. Je pense principalement à Somno qui est dans nos locaux, donc assez facilement joignable et qui est assez ouverte du coup à répondre à ce type de questions également. Donc oui, on est là pour bien sûr là-dessus. Et je laisse la parole à Hélène du coup pour la suite. En fait, effectivement, il y a 3 startups qui ont été lauréates du concours iLab. Vous les voyez juste en dessous, dont celle de François, celle de Maud de la Belle Issue de Somno. Et effectivement, l'idée, c'est de vous mettre en relation avec ces personnes qui ont obtenu le concours et qui pourront effectivement vous partager leur expérience. Après, juste passe la slide, Pierre, pour que je puisse présenter justement les 4 ateliers possibles dans cet accompagnement du concours. Le premier, c'est l'état de l'art
et le plan de recherche et développement qui peut justement être organisé par le SPVR qui pourra vous accompagner sur cette partie-là, notamment François. Sur l'étude de marché, le positionnement et le plan commercial, et justement on a Pierre qui est un spécialiste du marketing et puis qui pourra traiter cette partie-là pour vous aider. En ce qui concerne l'équipe, le recrutement, la finance, la propriété intellectuelle et juridique, là encore avec le SPVR, Néologie, on peut traiter ces sujets-là. L'API, justement peut-être plus le SPVR, la finance peut-être plus avec moi. L'équipe, justement entre les témoignages de Maud, de François, vous pourrez aussi essayer de décrire l'équipe idéale pour votre projet. Et puis sur la partie concevoir ma vidéo, la partie 4, justement, Amélie Podou peut vous accompagner sur la communication. Et donc on a un certain nombre de personnes tout autour de vous qui peut vous aider dans ce parcours iLab et pour constituer le meilleur dossier possible. Donc les objectifs, ça sera ce que vous voyez, s'organiser, concevoir les documents selon les standards, concevoir sa vidéo, avoir un discours adapté, et puis l'idée, c'est de déposer le dossier le plus pertinent possible. N'hésitez pas du coup à nous solliciter sur l'ensemble de ces points-là, et comme vous le savez, on a accès également à SVP et des experts sur chaque problématique, mentalité de ce qu'on peut nous vous apporter. Donc du coup, on est là pour ça, et c'est vrai que ce travail-là est un beau travail, mais du coup, c'est pertinent pour iLab, mais également d'autres sujets que vous allez traiter dans le développement de votre produit, donc c'est jamais perdu en tout cas, je pense. Ça marche. Et j'ajoute un point, alors j'en ai pas parlé, je l'ai pas développé, mais depuis cette année, donc on a la SAT Propulse qui est mise en place et qui finance donc de la maturation, mais c'est également de la co-maturation qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut monter un projet avec une start-up. Alors pour le coup, ou un futur projet de start-up sur des financements de l'ordre de 200 000 € sur 2 ans, 1 an, 2 ans. Voilà, et l'objectif étant de maturer la technologie donc que vous développez pour l'amener aux portes du marché. Alors c'est pas de la subvention et c'est de l'avance, on va dire de l'avance remboursable après zéro. Donc c'est 200 000 € par exemple, qui sont en cas de succès du projet, évidemment uniquement en cas de succès. Ils sont remboursés dans ce cas-là par la start-up sur quelques années. En général, c'est 4 ans, au moins 4 ans, avec un différé d'1 an. Donc voilà, des conditions de remboursement assez souples du côté des établissements, mais c'est un bel outil qui peut être complémentaire sur un dossier iLab par exemple. Et à partir du moment où on ne finance pas évidemment les mêmes Work Package, mais sur un projet un peu plus global. Donc ça peut faire sens. D'accord. Et du coup, ces aides de la SAT, enfin ces prêts en tout cas, c'est des choses, qu'elles sont. Du coup, on n'en a pas spécifiquement parlé jusque-là dans les financements possibles. Est-ce qu'il y a des, comment on peut avoir plus de détails en fait sur le fonctionnement? Là, moi, je vous enverrai de toute façon une petite brochure qu'on a éditée, et puis on peut en discuter. On peut spécifiquement prendre une demi-heure pour échanger sur le sujet. Il y a quand même des conditions évidemment d'éligibilité. L'objectif, c'est de maturer une technologie issue des laboratoires. Donc, il faut qu'il y ait un lien avec un laboratoire de toute façon, et puis un programme qui va s'établir avec une équipe labo. Donc, évidemment côté P', j'imagine. Pour vous, il faut quand même maturer une technologie dont les établissements sont propriétaires ou copropriétaires. D'accord. Voilà. Alors voilà. Donc là, je sais pas, je suis pas encore rentré clairement dans votre projet depuis que vous êtes incubé chez Néologie, mais je sais plus si vous allez vous-même déposer un brevet ou en cours de dépôt. Et je ne pense pas que ce soit avec P'. Non, c'est ça. Ouais. Donc là, effectivement, a priori, donc il n'y a pas d'éligibilité à la SAT, mais
voilà, ça peut être on peut partir aussi sur un logiciel, on peut partir sur un partage de pays. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir. Hein. Je pense que, enfin par expérience, parce que moi je ne travaillais pas à l'époque au sein d'établissements publics. Donc j'étais comme vous, j'ai monté une start-up en tant que privé et issu non issu des labos, en tout cas au début. Et puis je me suis aperçu que on peut aller chercher beaucoup plus d'aide, même si on partage un actif avec un laboratoire. Je dirais, c'est pas un problème. On a toujours tendance à penser, ah ben non, moi je veux être propriétaire de mon brevet. Je suis déjà inventeur, ça c'est indéniable. Mais propriétaire, voilà, moi je considère qu'on peut partager un droit de propriété intellectuelle parce qu'on bénéficie tout au long de cette exploitation de brevet aussi des relations avec un laboratoire. On peut être hébergé au sein d'un laboratoire, donc ça c'est assez intéressant financièrement. Hein. On parle de loyer modéré, voire gratuit sur les premières années. On peut avoir accès à des plateformes notamment celle de Peuprime. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages aussi à travailler avec la recherche publique et puis à bénéficier et à exploiter un brevet de la recherche publique. Voilà, j'en fais une petite promo, mais voilà, ça peut être un autre brevet au-delà de celui que vous déposez. Voilà, il y a toujours des possibilités. On peut en discuter en tout cas et puis voir comment on peut vous accompagner sur cet aspect-là. D'accord. Oui, pour nous, je pense que ça s'appliquerait pas sur l'innovation cœur qu'on est en train de développer. En revanche, ça pourrait être sur des innovations dont on va avoir besoin à la périphérie pour développer justement le cœur. Que peut-être certains sujets peuvent être discutés de cette manière-là, possiblement. Oui, ben on pourra en reparler effectivement, oui, bien sûr. Ouais. Parfait, merci. Vous avez d'autres questions, Benjamin et Léopold? En tête, non, pour l'instant non.